Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Médien TV. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous intéresser à un phénomène qui gagnerait également notre région. En fait, il s'agit de la tendance grands-parents du 21e siècle. La donne aurait changé car ces grands-parents seraient plus actifs, plus dynamiques, plus indépendants et surtout très connectés. Alors, comment construire une nouvelle dynamique de famille? Dans ce contexte-là, je vous ai rassemblé un joli panel. À tout de suite pour les détails. Grands-parents, nouvelle génération, c'est notre sujet du jour et on en parle avec vous. Camélia Zakaria, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes psychologue clinicienne. Oui. Et à vos côtés, Amel Hassoun, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Ce sujet vous fait rire, hein vous amuse. Vous êtes coach familial, mais pas seulement. Vous êtes aussi une top grand-mère. C'est ça. Je suis grand-mère. C'est ça, exactement. Donc, double casquette aujourd'hui. Alors, rapidement, il y a une appellation aujourd'hui de mamie rock. Ça vous va ou pas? Je pense, pour moi personnellement ou pour les mamies? Pour vous personnellement. Pour moi, ça me va, quoi. C'est sans problème. Mais je pense qu'il y a tellement de mamies différentes que de personnes qui existent sur cette terre. Hein. C'est ça. Ouais. Alors, je vous pose la question de façon directe. Là encore, on n'a pas vraiment de chiffres sur le phénomène dans notre région. Mais est-ce que les grands-parents, au XXIe siècle, en 2018, ont changé, Camélia Zakaria? Fatalement, je pense que oui, on a tout un écosystème qui a changé. Le couple, déjà à la base, est une entité sociale et on va se retrouver aussi avec le couple grands-parents ou le statut grands-parents qui est une entité sociale qui va évoluer avec les évolutions et les modifications sociétales que vont connaître telle ou telle culture et société. Mais fondamentalement, effectivement, ils ont changé, mais leurs rôles et fonctions sont toujours les mêmes. On va voir qu'ils s'occupent toujours, ils occupent certaines fonctions toujours autant, mais différemment. Vous avez parlé de mamie rock. Je pense que oui, effectivement, aujourd'hui, on voit des mamies qui portent mieux le perfecto que certains trentenaires. Elles portent mieux le pantalon en cuir que certains trentenaires. Donc, effectivement, oui, des mamies rock, on en voit de plus en plus, et c'est pour le plaisir de tous. Donc, Amel, vous êtes d'accord, les grands-parents, les grands-mères et les grands-pères ont changé, ou c'est plutôt les grands-mères qui ont plus changé que les grands-pères? C'est vrai qu'avec l'espérance de vie qui s'est allongée, avec tout ce qu'on a comme moyen pour rester jeune à notre époque, une grand-mère maintenant, une grand-mère de 50 ans ou de 60 ans ou de 70 ans, c'est plus la grand-mère que nous avons connue. C'est vrai que les femmes ont plus bougé, hein, et on voit de plus en plus cette génération de grand-mères qui est encore active, qui est encore dynamique, sportive, qui prend soin d'elle. Et c'est vrai qu'on a du mal, très souvent, on a cette réaction « Ah, grand-mère, ah, c'est pas possible », alors que voilà, c'est des représentations. La grand-mère, c'est le fait que notre enfant a eu un enfant et ça suit son cours normal. Mais qu'est-ce que ça nous dit lorsque... Bon, on sait qu'accoucher soi-même d'un enfant, c'est son histoire qu'on revit, c'est toutes ces choses-là, mais lorsqu'on notre fille accouche de ses enfants, qu'est-ce que ça nous dit? Mais d'abord, à quoi ça nous renvoie? D'abord, quand on décide d'avoir un enfant, c'est nous qui le décidons. Donc c'est quelque chose qu'on a programmé, qu'on a mûri. Alors que quand c'est notre enfant qui fait le sien, ben c'est sa décision. C'est vrai, notre enfant, j'ai dit notre fille, peut-être parce que j'ai des filles. Oui, c'est les deux. Oui, on est grand-mère moi aussi, des deux. Pour l'instant, c'est ma fille. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas ma décision. Donc, un jour, on est là et puis on reçoit un appel où on vient, on vous le déclare. Maman, voilà, je suis enceinte et je vais avoir un bébé. Et donc, ça ne vous donne pas trop le temps d'intégrer comme si... Quand c'est le nôtre, hein, c'est une décision qu'on choisit. Donc, c'est vrai qu'il y a autour de moi des personnes qui me disent « Moi, je n'ai pas été grand-mère sur le champ, je ne me suis pas sentie grand-mère, c'est quelque chose que j'ai refusé, c'est pas possible, ça va me vieillir, c'est quoi cette histoire ?» Il y en a d'autres, c'est l'excitation totale, c'est tout de suite. Et très souvent, celles qui n'ont rien ressenti sur le champ, c'est au premier regard, au premier sourire. Et là, il y a des choses qui se passent et c'est à ce moment-là qu'elles sentent qu'elles deviennent grand-mères. Et ça, c'est un point qui est très important parce que quand on a un enfant, on accouche de cet enfant, il faut que le lien maternel et parental se crée. Donc, on ne devient pas
parents parce qu'on a enfanté de cet enfant. Et de la même manière, on n'est pas grands-parents automatiquement, on n'est pas grand-mère parce que notre enfant a enfanté. Il y a tout un lien à construire. Il y a tout vous un avez lien tout à fait raison. Vous avez mis le doigt exactement là où il faut, parce que c'est un lien qui va se créer, qui va s'imaginer, qui va se vivre, qui va se construire. Et un lien pour les tout petits qui va évoluer, parce qu'en plus, ce lien est évolutif. Et c'est vraiment... C'est important d'en prendre conscience que c'est un lien qui semblerait naturel, mais qui ne l'est pas tant que ça. Ben c'est pareil pour les mères. Hein. Très souvent, on pense que c'est naturel que d'être mère. C'est déjà compliqué pour être grand-mère ou être grand-père. Je pense que ça met du temps à mûrir, même quand on crève d'envie d'avoir un petit enfant, même quand on a rêvé d'avoir des enfants autour de soi. Ce sont des choses qui mettent du temps pour se construire dans la tête. Oui. Alors, vous avez aussi peut-être levé le voile sur un tabou, celui de ne pas accepter au départ de devenir grand-mère, de devenir grand-père, surtout peut-être dans cette génération-là de grands-parents, de grands-parents actifs, jeunes, sportifs, dynamiques. Est-ce que on pourrait justement aller sur ce point, parce qu'il faudrait peut-être réconcilier ces personnes qui ont pu un jour ressentir ça vis-à-vis de leurs petits-enfants, les réconcilier avec eux-mêmes, les réconcilier avec elles-mêmes. C'est des problématiques que vous rencontrez en cabinet, Camélia? Oui, de différentes manières. C'est-à-dire que la demande n'est pas toujours aussi claire ou aussi simple que cela, mais on peut retrouver des problématiques intergénérationnelles ou des périmètres qui ne sont pas très bien délimités, on le verra par la suite. Mais effectivement, comme Amal l'a dit, on n'est pas toujours prête ou prêt à l'annonce que notre petit va avoir un petit. Donc autant pendant la grossesse, il y a l'enfant qui est imaginé, fantasmé, désiré, et à la fin, on a l'enfant réel, donc on a le moment de vivre cette grossesse. Autant là, du coup, ce n'est pas notre choix, on est relégué à notre statut, pour certains qui est valorisant, pour d'autres beaucoup moins, ceux qui veulent rester dans une éternelle jeunesse. Mais en tout cas, aujourd'hui, les chiffres sont clairs, on devient grand-parent beaucoup plus tard, mais en même temps, on vit beaucoup plus longtemps. Donc la donne, elle a plutôt changé. On a des grands-parents qui sont en bonne santé, qui sont jeunes et actifs souvent, et qui ne veulent pas forcément renoncer à ce statut de jeune quadra ou quinquagénaire, etc. En même temps, vous avez parlé des grands-parents et des grands-mères. Je pense que les grands-pères, ils ont pas tant changé que ça, mais les grands-mères, oui, parce qu'on a une génération de grands-mères, en tout cas la mienne, où il y a une liberté financière que leurs mères n'ont pas forcément connue, donc une autonomie financière, une liberté qui est là, et donc elles ont travaillé, elles ont peut-être elles aussi des carrières, elles ont peut-être dans certains cas connu le démantèlement de la cellule familiale, donc elles viennent elles aussi avec de nouvelles représentations de ce que pourrait être la femme d'aujourd'hui, qu'elle soit mère ou qu'elle soit grand-mère. Mais en tout cas, elles sont très souvent, je rencontre des grands-parents qui sont relégués au rôle de sages, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas forcément eu le temps, justement, de profiter, parce qu'ils étaient pris entre plusieurs fronts, celui du boulot, d'avoir à faire tourner la maison, les devoirs, et donc ils n'ont pas forcément vu leur enfant grandir, et donc ils sont relégués au rôle de sage, sans pour autant savoir quoi faire. C'est ça, exactement. De ce rôle de sage. Exactement. Donc, alors ceux qui sont peut-être un peu confrontés à cette réalité, ce n'est pas tant les grands-parents ni les petits-enfants, c'est les enfants. Parce que dans l'imaginaire collectif, les grands-parents sont à la disposition de leurs petits-enfants. Les grands-parents n'ont rien à faire à partir d'un certain âge que de s'occuper des petits-enfants, d'être l'aide majeure de ces couples qui travaillent, etc. Sauf que les choses ont changé. Aujourd'hui, tout le monde est occupé. Tout le monde a des activités, que l'on soit encore en pleine activité professionnelle ou non, mais on a une vie bien remplie. Et donc, lorsque ces enfants ont leurs enfants et qu'ils veulent compter sur l'aide de leurs parents, eh bien, les parents ne sont pas forcément disponibles ou ne sont pas en tout cas disponibles à n'importe quel moment, H24. Je rencontre beaucoup de couples qui galèrent, au vrai sens du terme, avec leurs enfants. Et quand on échange, ils me disent « mais ma mère a ses cours de sport, mon père a ses sorties avec ses amis, ma mère a ses rendez-vous avec ses amis. Je ne peux pas compter sur ma mère. » Donc, est-ce qu'on est un peu à l'extrême? On n'a pas encore trouvé le juste milieu, l'équilibre, ou il faut vraiment se faire à l'idée que les choses ont changé, Amel? Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, moi je vois autour de moi, il y a de tout. Il y a exactement ce que vous avez décrit, et des mères qui ne peuvent pas être des grands-mères ou des grands-parents qui ne sont pas du tout disponibles et qui ont leur vie et qui disent, bon, moi j'ai éduqué les miens, je ne suis pas là, j'ai donné, je suis tranquille. Vous avez d'autres qui sont là, qui se rendent entièrement disponibles, et il y en a même qui éduquent les enfants à la place des parents. Donc, et entre les deux, il y a tout un panel. Donc, c'est vrai que si on prend cette situation-là, moi, j'ai envie de dire à ces grands-parents qu'il y a quand même quelque chose c'est dommage parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. C'est pas du jugement, mais avec l'expérience, c'est qu'on a quelque chose à construire. Nous sommes dans les familles. Il y a une façon d'être. C'est une manière d'être solidaire. C'est une manière de soutenir nos propres enfants. Parce que quand nos enfants se marient, ils sont encore jeunes, ils ont la vie active. Des fois, ils sont encore étudiants. Donc, ils ont tout à construire. Eh bien, si les grands-parents peuvent donner un coup de main pour les soutenir, pourquoi pas, à condition qu'ils restent à leur place, à condition de respecter les règles des parents, ça on pourrait en parler. Mais c'est vrai que notre rôle de parents, il est là quand nos enfants sont encore enfants, mais quand ils deviennent eux-mêmes parents, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, c'est-à-dire on va accompagner cet enfant, cette fille ou cette belle-fille à être elle-même maman, parce que c'est un métier qui s'apprend, c'est quelque chose de nouveau, s'il y a plein de bouleversements dans la vie, et ben si on a des parents qui sont là, qui peuvent donner un coup de main, c'est pas être phagocyté, être tout le temps là, parce que on peut être grand-mère ou grand-père et garder son activité et en même temps consacrer du temps. Et on pense toujours à ce qu'on va donner, mais on reçoit énormément. Et c'est ça la beauté du lien avec les petits-enfants, c'est que c'est à double sens. Toutes les personnes qui y touchent, elles savent très bien que c'est géant, c'est addictif. On est piqué. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette peur d'être phagocyté. Moi, j'ai des personnes autour de moi, non, c'est pas parce que je suis à la retraite que je ne sers plus à rien. Moi, je suis à la retraite et j'ai ma vie. Et elles veulent, j'entends souvent ça, les femmes le dire, je suis encore active, je ne vais pas me remettre aux couches, je ne vais pas me remettre à donner le bain. Moi, j'ai déjà soigné. Non, on peut faire autrement. C'est pas forcément. C'est vrai que les premières années sont compliquées de l'enfant et c'est compliqué pour nos enfants en tant que maman ou en tant que papa. Donc un accompagnement et un soutien, c'est soutenir nos propres enfants et c'est aussi ça fait partie de notre rôle de parents. De parents, exactement. Je pense. Oui, Camélia. J'aimerais juste rajouter que en même temps, la naissance de cet enfant va non seulement annoncer sa naissance à lui, mais aussi la naissance des parents qui avant étaient juste couple conjugal et là maintenant ils sont devenus couple parental et aussi donc donner le statut aux grands-parents de grands-parents. Donc la grande paternité ou la grande maternité justement suppose une certaine continuité, une certaine transmission. Comme on apprend à notre enfant à marcher, on apprend à notre fille ou à notre garçon aujourd'hui adulte qui vient d'avoir un enfant comment faire les premières pratiques et les meilleures pratiques. C'est-à-dire que oui, avec beaucoup de doigté peut-être, parce que ça peut être source de conflit. Exactement, on le verra par la suite. En fait, on va remarquer que les grands-parents continuent à aider, peut-être de manière occasionnelle ou parfois de manière permanente quand le temps leur permet. Mais ceux qui ne sont pas disponibles, les grands-mères qui ne sont pas disponibles, je pense qu'elles sont les moins pires, si je peux me permettre, parce qu'il y en a d'autres qui sont extrêmement disponibles et qui vont s'accaparer l'enfant et être dans une certaine ingérence avec les parents. Donc c'est là où on aura beaucoup plus de conflits, alors que aujourd'hui on comprend que les grand-mères, elles n'ont tout simplement pas envie d'être aides-ménagères ou nounous. Elles n'ont pas envie forcément de renoncer à leur liberté. Elles veulent effectivement tisser un rôle privilégié avec les petits-enfants et les petits-enfants leur rendent bien. Elles en parlent avec plein d'amour. Elles sont là pour faire des pizzas, acheter des cadeaux, offrir plein de choses. Elles sont permissives par moment, mais encore une fois, ça fait sourire mais encore une fois, c'est le rôle des grands-parents. On ne peut pas leur demander d'être strictement dans un rôle éducatif ou dans un rôle d'aide. Ils sont les garde-fous justement de cette éducation. Mais alors justement, c'est quoi le rôle des grands-parents ?
au XXIe siècle, en 2018. Il a extrêmement changé, à mon sens, dans le fait où aujourd'hui nous avons des grands-parents, comme ils ont été actifs pour la plupart, et on a encore une fois cet écosystème qui a changé, on est connecté. Déjà, sortir l'enfant de l'isolement, faire en sorte qu'il soit dans une certaine filiation, l'enfant, qu'on puisse lui raconter son histoire, d'où il vient, qui il est, qui nous sommes et comment se construit justement cette image familiale. C'est extrêmement rassurant pour l'enfant, mais aussi elles sont là parce qu'elles initient à l'art, elles initient à la musique, elles initient à la curiosité intellectuelle. Mais oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça prend plusieurs dimensions et c'est une véritable aubaine d'avoir les grands-parents qui soient ici dans une véritable disponibilité ou qui soient juste là pour être là. Au moins, ils sont là pour signifier à l'enfant qu'il fait partie d'une tribu, qui fait partie d'une certaine filiation et que grand-mère sera ou grand-père sont quand même là à l'occasion. On remarque aussi aujourd'hui, et je te donnerai la parole, je pense que tu es mieux placé que moi pour cela, mais on remarque aussi que les grands-parents d'aujourd'hui servent aussi de relais de solidarité, c'est-à-dire que vu qu'ils ont travaillé, qu'ils ont peut-être parfois une retraite qui est assez confortable, ils peuvent aussi aider les jeunes à s'installer, parfois même à payer les études du petit-fils ou de la petite-fille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur rôle a véritablement pris d'autres dimensions que tricoter dans le... Que tricoter, tout à fait, faire des madeleines. Faire des madeleines, c'est un très beau rôle aussi. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ce rôle de transmission, il est énorme. Et l'enfant, pour construire son avenir, il a besoin de savoir d'où il vient. Et les grands-parents sont justement les porteurs de ce passé. Et quand on parle de nos parents, ou de nos grands-parents, ou de nos arrière-grands-parents, à nos petits-enfants, eh ben, ils voient que la lignée est là et que lui, c'est un maillon de la chaîne. Et c'est important pour lui, ça fait rire mes petits-enfants quand je dis, moi, quand j'étais petite et quand mes parents faisaient ceci ou cela, tu sais, il n'y avait pas le téléphone. Ah bon, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas de tablette. Pour eux, c'est... Vous n'entendez pas, ah bon, mamie était petite? Ah oui, ça. Et moi, je disais, tu sais, moi, quand mes parents me racontaient leur histoire quand ils étaient petits, je me disais, mais c'est quoi? C'est le temps des dinosaures. Et ça les fait éclater de rire. Et ils disent, ah oui, et ton arrière-grand-mère, c'était encore plus vieux encore. Donc, c'est important pour eux de voir cette lignée pour savoir où ils vont aller. C'est important de voir, les grands-parents ont ce rôle de transmission dont a parlé Camélia. On raconte notre histoire, notre passé. On leur donne du temps. Le temps, parce que c'est vrai que les parents sont plus dans le rush du quotidien et c'est souvent il manque de temps. Et avec les grands-parents, ils vont prendre le temps de contempler, de voir la nature, d'apprécier, faire un gâteau. Vraiment, c'est super sympa de faire de la peinture. Il y a aussi un rôle important des grands-parents, c'est quand ils vont unir les cousins. Et c'est chez les grands-parents, on l'a tous vécu, chez nos grands-parents, c'est le lieu de rencontre de tous les cousins et ça fait qu'on devient une grande tribu, c'est important. Et puis, il y a le rôle qui est évolutif en fonction de l'âge. Ce qu'on donne à un bébé, c'est pas ce qu'on donne à un enfant qui est scolarisé. Un bébé, on va materner, on va donner des câlins, on va jouer, on va être avec lui sur du quatre pattes. Et plus il grandit, il va aller à l'école, on peut lui lire une histoire, on peut l'aider dans sa lecture et c'est des grands cadeaux qu'on fait à nos enfants, on peut à nos petits-enfants. Si vous me permettez, Amel, comment on fait tout ça en préservant aussi la place des parents? C'est-à-dire, où s'arrêtent les grands-parents? C'est la grande question et c'est des discussions avec nos enfants. C'est-à-dire être un soutien pour nos enfants, mais ne pas toucher aux règles. Les règles qu'ils ont instaurées, ce qu'ils mangent, c'est leur choix. À l'heure à laquelle ils vont se coucher, c'est le choix des parents. Voir la télé ou pas voir la télé, c'est le choix des parents. Donc ces règles-là, il est important de les respecter. Ne jamais parler en mal des parents, de ce que font les parents, de dire toujours ça c'est papa ou maman qui l'a décidé et il a le droit de le décider. Parce que les enfants, ils pensent que nous sommes l'autorité des parents parce qu'ils ont une autorité presque par la ta fille ou par la ton fils. Non, mais c'est important. Et donc, quand les enfants voient qu'il y a ce respect de ce territoire et qu'il y a des
des lignes de conduite chez les grands-parents qui ne sont pas très éloignées, même si on fait des écarts, même si on fait... C'est très clair. On Ça, garde c'est les écarts quand même. On peut en faire. Ça dépend. Moi, je me dis, quand on voit ces petits-enfants au quotidien, on ne peut pas faire trop d'écart. Oui. Mais quand on ne les voit pas tout le temps, c'est normal. C'est la relation qu'a le grand-parent avec son petit-fils ou sa petite-fille. Il suffit d'expliquer aux petits-enfants que ça, c'est chez papy et mamie, chez les grands-parents. Et chez nous, c'est pas comme ça. Donc, moi, je pense que laisser cette possibilité aux grands-parents de créer leur lien, même s'ils sont des fois permissifs, c'est chez les grands-parents. Ça ne fait pas des enfants mal éduqués. Moi, j'ai le souvenir de mes enfants chez leurs grands-parents. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre comme chose. Mais ça n'empêchait pas qu'à la maison, ça fonctionnait. Ouais. Alors, qui est le garant de cette relation, de la bonne entente dans cette relation? Est-ce que ce sont les grands-parents ou est-ce que ce sont leurs enfants? Donc, est-ce que c'est les grands-parents ou les parents des petits-enfants? Qui met en place la relation? Est-ce que c'est la maturité des grands-parents ou bien c'est chaque famille et sa dynamique? Parce qu'il ne faut pas entrer en confrontation non plus. C'est ça le risque. Je pense qu'il y a une volonté des deux et il faut qu'elles se rencontrent. Il faut qu'il y ait la volonté des grands-parents d'abord de créer ce lien. Parce que, comme on l'a dit, ce n'est pas tous les grands-parents qui en ont envie. Ils vont peut-être créer un lien, pour eux c'est naturel, c'est leur petit-fils ou leur petite-fille, ils vont faire un cadeau pour l'anniversaire, ils vont les recevoir pour l'Aïd, ils vont... Voilà, point, ça va s'arrêter à cela. Et il y a d'autres grands-parents qui ont envie de créer plus, qui vont demander à garder l'enfant après l'école ou le mercredi après-midi ou pendant les vacances. Ils vont vouloir l'accompagner à son cours d'art plastique ou de judo. Ils vont partager. Donc, assister. Ils peuvent être un soutien pour les parents, proposer l'aide. Encore faut-il que les parents l'acceptent, ça aussi. C'est pour ça que je dis, ça se construit. Et puis, il faut que les parents soient rassurés. On n'est pas là pour prendre leur place. On n'est pas en compétition. Chacun a sa place. Et il faut qu'ils soient conscients que c'est un apport différent. Si on va sur le même terrain et on est en compétition, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça. Par contre, si on est un apport complémentaire, si on est en soutien, par exemple, une maman qui s'inquiète pour son enfant parce qu'il est malade, le petit est malade, et c'est vrai qu'est-ce qu'on a tendance à faire, bien sûr on va appeler maman, et puis maman qu'est-ce qu'elle dit, tu as appelé le médecin, tu as fait ci, tu as fait ça, et on ne lui demande pas comment est-ce qu'elle se sent, est-ce qu'elle est inquiète, est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle vit cette situation, et là c'est notre rôle de mère, c'est d'être d'abord une mère avant d'être la grand-mère. Et notre enfant a besoin aussi de sa mère. Il n'a pas besoin que de la grand-mère, il a besoin de sa mère. Quand il fait appel à sa mère, c'est qu'il a besoin des services de sa maman pour lui. Après, lui, il sera fonctionnel. En tout cas, vous m'avez donné envie de devenir grand-mère. Ça va attendre un peu. Mais encore du temps, et ça va donner envie de vivre cette relation. On va marquer une courte pause, mesdames, et on revient pour la deuxième partie. À tout de suite. De retour sur le plateau d'Onzito pour reprendre ce sujet, grands-parents, nouvelle génération. On en parle avec deux spécialistes et au cœur du sujet même, Amal Hassoun, merci d'être là. Vous êtes coach familial, Camélia Zakaria, psychologue clinicienne. Alors, on continue la discussion. Dans un petit moment, on va parler du rôle des grands-parents dans les crises que peuvent traverser leurs petits-enfants. Mais si vous le permettez, je voudrais revenir à la relation grands-parents-parents. Ou parents-enfants, en fait. Est-ce que cette période de grand-parentalité peut créer des différends avec les enfants? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, on ne reconnaît plus ses parents. Pourquoi? Parce que ces grands-parents d'aujourd'hui sont très occupés, très actifs, on l'a dit. Et puis, ils n'investissent pas leur position de grands-parents comme l'auraient souhaité les parents de ces enfants, donc leurs propres enfants. Donc, à ce moment-là, ça crée des clivages dans la relation. Camélia, est-ce que dans votre pratique, dans vos observations, vous avez des jeunes parents qui viennent vous voir pour des problèmes et en creusant, vous disent, écoutez, moi, je suis déçue par le comportement de mes parents, je ne reconnais pas mes parents, je ne pensais pas que mes parents se comporteraient comme ça.
En fait, la nouvelle grossesse peut venir révéler des problèmes qui étaient déjà là sous-jacents de la relation enfant-parent. Maintenant, effectivement, on peut rencontrer ces jeunes dames qui viennent, très souvent ce sont des femmes, qui viennent au cabinet pour dire que voilà, elle a telle difficulté avec sa mère qui n'investit pas du tout sa position de grand-mère, qui n'est pas du tout présente, etc. Mais on remarque aussi que les attentes peuvent être différentes. Et même les représentations que j'ai moi de ma mère en tant que grand-mère peut être différente de celles qu'elle a de moi en tant que jeune maman. Et il faut savoir que très souvent, les grand-mères elles veulent être là dans une bienveillance, mais tout en étant discrètes. Être là, mais pas forcément trop présente. C'est assez classique. Maintenant, on va se retrouver avec d'autres cas de figure. Mais souvent, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà des difficultés dans la relation enfant, parce que très souvent, c'est l'enfant qui vient consulter, combien même elle a 30 ans ou 35 ans ou autre, c'est vraiment l'enfant qui vient consulter parce que justement, il en veut à papa et maman de ne pas avoir été là pour lui, encore une fois, dans ce nouveau rôle. Et moi, je vais vous dire quelque chose. C'est forcément un cartable qui est traîné depuis longtemps. Très souvent, c'est le cas. Moi, je vais vous dire, c'est que même nous, on devient adulte lorsqu'on arrive à pardonner à ses parents de par le passé, de par les erreurs qu'ils ont peut-être commises. Eux non plus n'avaient certainement pas toute la pédagogie que l'on a aujourd'hui, toute l'accessibilité aux différentes formations et informations sur comment élever son enfant. Donc très souvent, on se retrouve dans un schéma où peut-être on se retrouve nous aussi, de par ce qu'on a reçu, en train de reproduire le même schéma et donc ça révèle certaines choses et on vient consulter et ça révèle certaines choses et on part se disputer avec les parents. Donc ce nouveau positionnement fait que ça peut créer certaines tensions. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que vu que nous vivons beaucoup plus longtemps, très souvent nous avons aussi des arrière-grands-parents. Donc très souvent, on se retrouve aussi dans une configuration transgénérationnelle où on est 4 familles à devoir discuter d'un point, à devoir discuter d'une difficulté et à dire à ma mère, tu vois, même toi, tu as des problèmes avec mamie. C'est-à-dire, même toi, regarde comment tu te comportes avec mamie. Donc ne viens pas aujourd'hui m'indexer par rapport à moi, ma relation avec ma fille ou avec mon fils. Donc la grossesse peut révéler certaines difficultés. Donc oui, les dames viennent consulter pour des difficultés d'ordre soit en termes de temps, elle n'est pas disponible, elle ne l'a jamais été. Donc elle n'est pas disponible aujourd'hui, elle ne l'a jamais été. C'était une mauvaise mère, elle ne se rattrape pas aujourd'hui en tant que grand-mère. Donc ils sont vindicatifs dans certains cas. Maintenant, tout est question d'exigence et tout est question de représentation par rapport à ce qu'on attend aussi de ce rôle de grands-parents. Est-ce que eux à offrir aussi. Ce point est très important, on en fera une émission et c'est prévu, c'est quand on en veut à ses parents, comment arriver à ce pardon. Mais rapidement, quand on est dans ce genre de questionnement, sans arriver chez le spécialiste, qu'est-ce que vous recommandez, Camélia? Il faut aller consulter pour assainir la relation avec ses parents, avec sa mère, ou bien... il faut ouvrir la discussion. Qu'est-ce que vous proposez rapidement, comme ça on passe La vérité, très souvent, les choses se font toutes seules. Le fait d'accéder à la maternité fait que nous allons accéder à un certain rôle où on arrive à mieux comprendre le rôle des parents et aussi comprendre les erreurs qu'ils ont fait. Quand on est plus jeune, on est tout simplement pressé le matin, fatigué et stressé. Donc, on comprend un peu plus le rôle qu'ont pu jouer nos parents. Pourquoi est-ce que moi, avec mes yeux d'enfant, je la voyais peut-être indisponible. Moi, avec mes yeux d'enfant, je la voyais pas forcément expansive. Moi, avec mes yeux d'enfant, je la voyais pas câline. Donc on comprend un peu mieux une fois que nous aussi, on est parents. Donc je suis d'accord avec vous, mais par rapport à grand-mère, mère. Maintenant, effectivement, quand il y a trop de toxicité et que cela se voit dans différentes sphères, aussi bien par rapport à la relation, par rapport à la famille, etc., c'est oui, essayer d'ouvrir le dialogue quand c'est possible, mais peut-être aussi aller le préparer chez un thérapeute et essayer de comprendre avec des yeux aujourd'hui d'adulte ce qu'a pu vivre l'enfant. Parce que très souvent, l'enfant vit les choses de manière biaisée. Très souvent. De son point de vue à lui, de sa position à lui d'enfant, exactement. Il n'a pas toutes les données, tous les éléments. Tout à fait. Parfaitement. C'est un sujet aussi qui me tient très à cœur et qui est prévu dans l'émission. Alors, on revient au rôle des grands-parents. Au moment des crises, vous nous en parlez pendant le break, Amel. Alors, quand vous parlez de crise, c'est crise parentale, quand les parents vivent des crises, mais aussi quand l'enfant vit des crises, notamment la crise de l'adolescence?
Oui, toutes les crises d'abord de l'enfant au cours de son développement et notamment pendant l'adolescence, les grands-parents peuvent jouer un rôle important. C'est une figure de sécurité, c'est un amour inconditionnel et donc l'adolescent, il a besoin de ça à ce moment-là, plus que jamais. Il a besoin aussi d'un espace d'écoute, un espace où il peut parler de ce qu'il a envie de dire et qui est des adultes qui vont l'aider à poser un regard différent, à entendre des choses positives sur ses parents, parce que c'est pas un âge où on dit beaucoup de choses positives de ses parents, qu'on ne les pense pas surtout. Et donc, les grands-parents peuvent jouer ce rôle. Ils peuvent être des fois des médiateurs, parce que ça peut calmer l'adolescent, ça peut rassurer aussi les parents de savoir qu'il y a un adulte avec sa maturité qui est là pour guider cet enfant à un moment où il semble un peu égaré. C'est un rôle très important. Mais il y a aussi le rôle quand les parents, par exemple, doivent se séparer, quand la famille est éclatée. C'est les grands-parents de part et d'autre, quand ils sont sages, ce sont des vrais pas relais, c'est des figures de sécurité. C'est-à-dire, ils vont rester là, mon papa et ma maman. Des vrais piliers. Des vrais piliers. De stabilité. Exactement. Ils savent très bien et que ses grands-parents puissent tenir un discours bienveillant, qui ne tape pas ni sur le père ni sur la mère, et que c'est le papa et la maman vont le père et la mère, hein, l'homme et la femme vont se séparer, mais on reste toujours parents. Donc ce sont eux qui vont être les garants de cette continuité et de cette stabilité. Et quand le lien a été fort avec ses parents, avec les grands-parents, l'enfant, il sait qu'il ne va plus voir autant qu'avant son papa ou sa maman, mais que quand même, il y a d'autres figures d'attachement qui sont là, les grands-parents qui sont bienveillants et qui donnent l'amour, le carburant pour les enfants. Ce point que vous évoquez, Amal, est très important, c'est les grands-parents comme piliers apaisants, reposants dans des situations de crise, notamment lorsque les parents doivent divorcer. Mais cette bienveillance pour les enfants, malheureusement, elle n'est pas toujours présente. Ouais. Et pourtant, comme vous l'avez dit, c'est supposé être les sages de la famille, mais tout le monde se retrouve emporté dans le flux de la mauvaise ambiance, mauvaise entente, problème de couple. Ça, c'est très important. Donc, rappeler aux grands-parents la position supérieure, quasi sacrée qu'ils ont. C'est sacré. C'est sacré. Si je me permets, je vous assure que pour beaucoup d'adolescents dont les parents sont séparés et qui vivent des moments de perturbation, très souvent, ce sont les grands-parents qui les ramènent au cabinet de psychologues. Donc on les voit, ils sont dans la salle d'attente, ils sont soucieux de la bonne santé mentale aussi de leurs petits, et ils sont là justement, encore une fois, comme des catalyseurs, mais aussi comme des garde-fous. Ils sont un cadre qui est nécessaire. Et vous savez, maintenant, il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission et qui se disent... J'ai pas de parents, par exemple, ou bien mes grands-parents sont décédés, donc c'est bien beau ce que vous dites, mais comment est-ce que permettre à mon enfant justement de se retrouver par rapport à ce que vous dites ? Et de vivre ça. Oui, justement, déjà les figures parentales, il y en a énormément. Ça peut être le frère du papy décédé ou la sœur de la mamie, mais encore une fois, il suffit de le présentifier à travers le discours. Ton grand-père, voilà ce qu'il était, voilà ce qu'il a fait, etc., etc. Et vous savez très bien que les enfants ont une adoration pour les histoires. Donc voilà ce qu'il était, ce qu'il a fait, ce qu'il a consacré, ce qu'il a fait pour nous, voilà ce qu'on mangeait, où est-ce qu'on partait. Et donc faire en sorte qu'il puisse aussi, à travers l'imagination, s'inscrire dans cette filiation. Il faut déjà être soi-même en paix avec son parent parti. Et très souvent, on se retrouve aussi avec des petits, en tout cas moi je les vois dans le cabinet, des aînés qui portent justement le prénom du grand-père qui est décédé. Et là aussi, il faut pouvoir inscrire. Vous en pensez quoi, vous les spécialistes, justement de ça ? Écoutez... il n'y a pas de jugement de valeur, mais puisque... On va dire que cette émission s'occupe beaucoup du développement personnel, de la psychologie. Oui. Et là, vous avez évoqué ce sujet-là. Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est porter toute l'histoire de cette personne, sa valeur, son poids familial à travers le prénom ? Est-ce qu'on peut faire ça à un enfant ? Est-ce que...
En fait, les prénoms ne sont jamais choisis par hasard. Et à chaque fois, je pose la question à l'enfant, qui est-ce qui t'a donné ce prénom? Donc, que ce soit un prénom religieux ou un prénom à la mode, très souvent, c'est porteur de sens. Et donc, cet aîné à qui on va donner le prénom de Tahar, par exemple, ou autre, vous savez, il y en a plusieurs, parce que justement, le grand-père portait le même prénom. On l'inscrit justement dans cette filiation, mais on l'inscrit aussi dans un caractère. Voilà, ton grand-père était têtu, le grand-père était très fort de caractère, ton grand-père, etc. Aujourd'hui, il n'y a aucun gène qui prouve le comportement jusqu'à aujourd'hui, mais on se dit quand même que d'un point de vue épidémiologique, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la génétique. Maintenant, oui, on se retrouve avec des enfants qui vont épouser ce caractère. Maintenant, ce n'est pas si négatif que ça, tant qu'on ne vit pas une vie par procuration. C'est ça. Tant qu'on ne vit pas une vie par procuration, on n'essaie pas de dire à l'enfant, écoute, ton grand-père, tu n'es pas à la hauteur du prénom que tu portes. Ouais. Donc c'est une personnalité. Ou soit à la hauteur du prénom, que tu portes. C'est un prénom qui a été donné avec plein d'amour, qui engage à beaucoup de choses d'un point de vue fantasmatique, mais attention à ne pas engager autant l'enfant par rapport à ce prénom-là et à romancer l'histoire. Tant que vous la romancez, combien même les grands-parents ont fait beaucoup de bêtises dans leur vie, combien même vous avez eu des encartades avec eux, essayez de romancer l'histoire. Votre enfant en a besoin. Rêver. Peut-être même vous en avez besoin. Alors, Amel, le petit mot de la fin? Être grand-père ou grand-mère, c'est une fabuleuse aventure. Hein. Ouais. C'est magnifique. Et quand on a la chance, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des petits-enfants. Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des grands-parents. Donc quand ils sont là, c'est super d'en profiter. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Moi, je vais sur un sujet un peu moins drôle, mais très important. Nous allons faire le point avec Dr Atma El-Orabi sur la schizophrénie. À tout de suite. Et place à notre interview santé tout de suite. On fait le point sur la schizophrénie. On en parle avec vous, docteur Atma El-Orabi. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Bonjour docteur. Bonjour, merci Yasmine. beaucoup d'être là. Merci C'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Alors, la schizophrénie, est-ce que c'est une maladie qui reste relativement rare? Ou bien, pour vous en tant que médecin, ça fait partie des diagnostics et des accompagnements fréquents que vous faites? Ça n'est absolument pas rare. Hein. Il faut savoir qu'il y a une prévalence qui est de l'ordre de 1% partout dans le monde à peu près, ce qui veut dire que dans un pays comme le nôtre, à l'heure où on parle, il y a probablement entre 350 000 et 400 000 personnes atteintes de schizophrénie. Hein. Donc c'est une maladie qui est quand même fréquente. Bien sûr, dans la pratique psychiatrique, c'est quelque chose même de très fréquent, c'est un motif de consultation qui est très fréquent. Alors bien sûr, les gens ne viennent pas avec le diagnostic, mais ils viennent avec un ensemble de symptômes qui définissent quelque part la schizophrénie, qui fait partie de ce qu'on appelle les troubles psychotiques. Alors derrière ces mots barbares, les troubles psychotiques veulent juste dire que c'est un moment où c'est un trouble qui se caractérise par une perte de connexion avec la réalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées qu'on appelle délirantes, qui ne sont pas en accord avec la réalité, et ainsi que des hallucinations, principalement auditives, et que les personnes ont du mal à repérer. C'est important de le signaler. Même après, parce que en fait, la schizophrénie, étant donné que, alors on parle de troubles psychiatriques, il faut comprendre à quoi ça correspond. Ça correspond à plusieurs dysfonctionnements cérébraux simultanés, c'est important, en même temps, qui vont se traduire par ces symptômes dont je suis en train de parler, les hallucinations, etc., plus des symptômes qu'on appelle négatifs, c'est-à-dire des choses de l'ordre du retrait, du repli sur soi, de la détérioration un peu de l'humeur, du fait de devenir de plus en plus routinier, et ce qu'on appelle des symptômes de désorganisation, où la pensée est désorganisée, le langage est désorganisé, l'alimentation, le sommeil est désorganisé. Et tous ces symptômes-là, donc, c'est la présence de tous ces symptômes pendant un critère. Alors, il y a un critère de durée pour pouvoir parler de schizophrénie, c'est qu'il faut que ces symptômes-là persistent suffisamment longtemps pour pouvoir parler de schizophrénie. Donc, mais qu'est-ce qui amène les patients chez vous? D'abord, est-ce que c'est eux qui viennent? Ou bien c'est plutôt l'entourage? Jamais. Presque seul. Jamais. Quand c'est une entrée dans la maladie, le plus souvent, ça prend
l'aspect de ce qu'on appelle une bouffée délirante, c'est-à-dire que la personne est normale, c'est-à-dire dans son comportement, ce qu'on peut voir d'elle, comment elle réagit, et puis vraiment du jour au lendemain, il y a ces délires dont je parlais qui arrivent, il y a une forte réaction anxieuse parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on vit des choses. C'est à la suite de quoi? D'une dispute, d'un énervement brutal? Il y a un élément déclencheur? Pas forcément. Alors, très bien, pas forcément, mais est-ce que la maladie était déjà là? Oui. Voilà, donc est-ce qu'on est schizophrène? Alors, c'est vraiment faux de dire qu'on est schizophrène, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie qui a une très forte composante génétique, héréditaire. Mais ce qu'on sait, et qui a été démontré dès les années 60, c'est qu'on peut avoir deux jumeaux, donc deux vrais jumeaux mozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont exactement le même matériel génétique au départ, dont l'un va peut-être être atteint de schizophrénie et pas l'autre. Alors, il y a eu d'autres avancées dans la science, notamment dans la science de la génétique, où petit à petit on a compris que en fait nos gènes ne sont pas immuables, c'est une copie qui est remodelée par plusieurs facteurs externes, dont l'environnement et aussi les facteurs psychologiques adverses, si on vit des traumatismes pendant l'enfance, la mort d'un parent, des choses comme ça, des traumatismes assez forts, on sait que ça peut être un facteur supplémentaire de fragilisation pour développer la schizophrénie. Mais ce qu'il faut bien... Mais est-ce que nous sommes beaucoup à être des schizophrènes latents? Non, parce que ce qu'on remarque, c'est que ce taux est plutôt constant de par le monde. Quand je parlais de 1% de la population, mais où que l'on soit, on va trouver 1%, sauf quelques très rares exceptions qui sont des zones extrêmement isolées géographiquement où le taux est un peu plus élevé. Et là, on part du principe que c'est à cause de la consanguinité et que c'est une communauté qui n'a pas beaucoup été brassée génétiquement. C'est là où on observe peut-être un taux un tout petit peu supérieur. Donc, on n'est pas tous potentiellement schizophrènes, mais on n'est pas tous schizophrènes, mais il y a des âges. Et c'est important de l'entendre, il y a des âges de fragilité. Quand on parle de schizophrénie, il faut savoir que c'est principalement une maladie masculine. Ça intéresse surtout les garçons, bien sûr les femmes aussi. Mais ce qu'on remarque aussi chez les garçons, c'est que le pic d'apparition de la maladie, et ça va peut-être vous étonner, c'est qu'il est entre 15 et 25 ans. 15 ans, vous savez, quelquefois ça passe inaperçu parce qu'à l'âge de 15 ans, il y a la crise d'adolescence, il y a l'opposition, etc. Puis on commence à remarquer que le comportement change. On met ça sur le compte de l'adolescence, mais c'est quelquefois des formes d'entrée dans la maladie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les bouffées délirantes qui se déclenchent du jour au lendemain, mais quelquefois, il y a un début progressif, insidieux, où petit à petit, le jeune homme, parce qu'on est en train de parler du cas typique, le jeune homme va s'enfermer de plus en plus sur lui, puis à un certain moment il va se déscolariser, et à côté de ça on voit qu'il n'y a pas d'autre projet d'avenir, et une détérioration... Mais à ce moment-là, parce que bon, on va dire le stéréotype avec la schizophrénie, c'est les voix. À ce moment-là, quand vous décrivez en fait ce process, est-ce que cette personne entend déjà des voix? Oui. Alors, quand on parle de schizophrénie, les voix, les hallucinations auditives font partie de la symptomatologie qu'on doit avoir. Et c'est un type particulier de voix parce qu'on n'entend pas des voix derrière la porte ou derrière le mur, mais on entend quelque chose parler en nous. C'est un type très particulier qu'on appelle les hallucinations intrapsychiques. Alors déjà, rien que cette forme-là, ça explique peut-être le retard à la prise en charge médicale, parce que, vous savez, on est très empreint de culture, tout ce qui est spirituel, etc., tout ce qui est possession. Donc bien souvent, et bien malheureusement, les personnes qui ont ce genre de phénomène vont être dirigées plutôt vers des charlatans qui vont, et c'est un temps précieux, c'est un message, oui, c'est un temps précieux de prise en charge, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est ce qui conditionne réellement le pronostic à long terme. C'est-à-dire que si on tarde
à traiter la maladie alors qu'elle est là depuis déjà plusieurs mois ou plusieurs années. Si on fait plusieurs rechutes, eh ben, le pronostic au très long cours n'est pas aussi bon que quelqu'un qui va être précocement diagnostiqué, précocement traité avec peu de rechutes. Dans ce cas idéal, précocement traité, peu de rechutes, etc., je peux vous dire que la qualité de vie et puis même la vie de la personne qui est atteinte de schizophrénie ne change pas grandement par rapport à une personne qui n'est pas atteinte de schizophrénie. Alors justement, bien sûr, on respecte l'anonymat de vos patients, mais est-ce qu'il y a des patients suivis pour schizophrénie qui sont parfaitement intégrés dans la vie, dans un milieu professionnel, qui exercent un travail, qui ont une vie de famille? Vous seriez étonné. Vous seriez étonné. Ce qu'il faut comprendre, il faut sortir des idées reçues. Alors déjà, la schizophrénie, ce n'est pas ce dont on parle souvent familièrement, c'est-à-dire le dédoublement de personnalité, ou quand quelqu'un est ambivalent, c'est-à-dire qu'il dit une chose et son contraire, on le traite de schizophrène. Moi, je pense qu'il faut arrêter de sortir de ces pratiques parce que ça ne fait que stigmatiser encore plus les gens atteints de schizophrénie, d'une part. Et deuxièmement, il n'y a pas le dédoublement de personnalité qu'on imagine comme dans les films, c'est-à-dire Jekyll et Mr Hyde. C'est pas ça la schizophrénie. La schizophrénie, pour vous donner une image, c'est un peu comme si tout à coup, on ne pouvait plus faire confiance à nos sens, on ne pouvait plus faire confiance à ce qu'on entend, on sait plus si c'est réel, si c'est pas réel, on ne sait plus si la personne, elle nous a parlé réellement ou pas. Donc c'est plutôt juste une détresse extrême dans laquelle on est, et qui a bien sûr un traitement, etc. Mais bon, tout ça, juste pour vous dire que la stigmatisation est un vrai problème quand on parle de schizophrénie. S'il y a un message vraiment que vous êtes en train de passer, docteur Lorabi, qui est très important, c'est ne pas stigmatiser le malade, la maladie. Et l'importance, peut-être vraiment le message clé, le plus important, c'est emmener très vite les personnes au moindre doute chez le médecin pour gagner du temps sur la prise en charge. Parce que c'est ce qui va améliorer la qualité de vie. En tout cas, ne pas perdre du temps à aller explorer des soi-disant méthodes de traitement, parce que ce n'est pas du traitement, ce n'est pas un soin. Il faut commencer par le soin médical. Le reste, bon, en fonction des référentiels, pourquoi pas après. Mais il faut urgemment commencer la prise en charge médicale, surtout que, voilà, quand on parle, il faut aussi connaître les complications de la schizophrénie, parce que, comme je vous ai décrit, la personne, quand elle souffre pendant ces moments-là, quand il y a des hallucinations, quand elle est en proie à des délires, etc., c'est malheureusement des moments où la personne peut se faire du mal sous l'influence des voix, ou parce que ça lui fait trop peur, par accident, etc. Donc, ou faire du mal à l'autre aussi. Alors ça, c'est une idée reçue. Ça, c'est une idée reçue parce que, figurez-vous, alors j'ai des chiffres français, mais figurez-vous que seulement 5% des patients schizophrènes vont être violents. Seulement 5%. Mais je vais vous donner un autre chiffre qui fait un peu fraudo. 85% par contre sont victimes de violences et victimes d'agressions. Donc c'est plutôt, on est en train de parler de gens qui sont plutôt agressés et victimes de violences. En souffrance et agressés. Tout à fait. Plutôt que de gens qui sont dans l'agression. Et il faut sortir de cette image du schizophrène dangereux, parce que ça n'est absolument pas la règle. Ça doit être comparable aux gens normaux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de schizophrénie, mais il y a pour autant des gens dangereux. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Atmal Lorabi, pour cet éclairage et pour aussi mettre le doigt sur cette maladie, changer de vision sur cette pathologie et surtout sur les malades qui en souffrent, et l'importance de la prise en charge est précoce, le plus tôt possible. Voilà, je vais y arriver. Merci beaucoup, docteur. À très très vite sur Médien TV. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr prochainement et sur medientv.com. À bientôt.